Hi everyone, welcome to the starter. We're meeting again to talk about the US Grand Prix on the Austin Circuit. Bon, sinon en français ça sera mieux. Le circuit de 5 km 513 accueille le 17e rendez-vous de la saison, un circuit que l'on a pu vu since 2019 because of crise sanitaire. Mais il reste toujours impressionnant par sa montée du premier virage et ses enchaînements, et de plus il commence à être bosselé avec le temps. Et ces bosses elles causent beaucoup de soucis aux pilotes et aux équipes. Bon bah les pilotes, eux, ils vont passer plus de temps chez l'ostéo après les séances de roulage tellement ils sont secoués. Enfin, ils sont habitués d'être secoués, mais là, c'est violent. Et aussi, ces bosses sont présentes en nombre dans les S du premier secteur, dans la grande ligne droite opposée. Si vous avez regardé le MotoGP il y a quelques semaines, vous avez pu voir que ces bosses ont aussi causé beaucoup de soucis. Et puis les voitures prennent cher également, parce qu'elles ne viennent pas juste frotter la piste, hein. Elles viennent taper. Si vous voulez, vous avez la piste, un billard, hein, vu que c'est la norme Formule 1, un billard, l'avant de la voiture, limite. L'avant de la voiture avec son aéron, on va pas venir se poser. Enfin, si c'est un billard, ça doit pas se poser. Mais là, ça se pose. Enfin, non, ça se pose pas, ça vient de taper tout simplement. Et résultat, la voiture va s'abîmer. Et ouais, et quand je vous dis que ça va s'abîmer, sur des pièces en carbone et en grand nombre, bah ça se fait sûr. Et je peux vous dire que tout est sous l'étroite surveillance des équipes à chaque fois qu'une voiture entre au stand. Elle est scrutée dans tous les sens. Sur chaque pièce, le moindre millimètre carré est sous surveillance. Pour vous expliquer que les boss abîment les voitures, Red Bull a même trouvé des fissures dans le plan de l'aileron arrière de Verstappen. Bah, pendant les essais et les qualifications, on n'a vu aucun élément se briser, heureusement. Mais, pour un petit rappel, les boss sont connus depuis longtemps là-bas à Austin. Ah, bah c'est ça quand tu construis un circuit sur un marécage. Souvenez-vous, en 2019, pendant le Grand Prix, la suspension arrière de la Ferrari de Vettel s'est cassée, impactée par un gros passage sur un vibreur, certes. Mais les boss étaient déjà là. Vous voyez que c'est pas anodin. La fiabilité des voitures va être mise à mal pour cette course. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec les moteurs Mercedes, vu qu'ils sont le plus mis à mal depuis cette dernière course. Dans l'équipe mère, c'est bien simple. Depuis même le Grand Prix d'Italie à Monza, on change tout le temps au moins un moteur. Donc on a déjà eu Bottas en Italie, on a encore eu Bottas en Italie, on a eu Hamilton en Turquie, et là on a Bottas. Ah bah dis donc que t'en fais collection, Valtteri. Ouais, il peut y avoir des explications de soucis chez Mercedes. Avec déjà l'optimisation de la suspension arrière qui fait parler. En fait, c'est bien simple, la suspension arrière va venir écraser la voiture et donc réduire la hauteur de caisse pour gagner quelques km/h en ligne droite. Et beaucoup même, parce que vu comment ça s'écrase, parce que c'est... Bon, sur les autres équipes, bon, ça va, ça se voit pas trop, mais chez Mercedes, c'est... Wouh! Ça se voit énormément. Il y a aussi le moteur en lui-même, avec le système de rappel des soupapes. Alors, c'est un système qui existe sur votre voiture, mais c'est un système mécanique, par un système de ressort. Sur un moteur qui va commencer à dépasser les 15 000 tours minute, bah, on va préférer un système pneumatique et se passer du ressort qui pourrait pas du tout suivre. Ah non, ça casserait directement. D'ailleurs, c'est ça le souci, l'étanchéité du système qui fait défaut. Et quand il y a une fuite, bah, il n'y a plus rien qui fonctionne. On s'est même entraîné à remplir le système pneumatique chez Mercedes pour les arrêts au stand. Pour prévoir, au cas où, on sait jamais, le moteur peut être défaillant. Ah bah nous on est prêt à recharger, hein, vous inquiétez pas. On est prêt. 2 secondes d'arrêt au stand, oh, t'inquiète pas, on va le faire. Non mais c'est pour vous dire que la fin de saison risque d'être compliquée côté fiabilité et que celle-ci pourrait jouer un rôle d'arbitre. Et ça, on est beaucoup à vouloir l'éviter, que ce soit les équipes et les fans. Mais pour revenir aux soucis de fiabilité Mercedes, d'ailleurs, ce week-end, on voit qu'il y a beaucoup de moteurs Mercedes qui vont être changés pendant le Grand Prix. Il y a eu un prix groupe, puisqu'on a Vettel et Russell qui changent plus d'éléments qu'autorisés, mais bon, ça va, on va dire que c'est pas trop important. D'ailleurs, ils seront même relégués au fond de grille. Il y a aussi Valtteri Bottas, hein, qu'on va reparler après. Et il y a aussi Fernando Alonso. Mais alors, Alonso qui sont sur l'Alpine,
C'est la misère depuis vendredi. Alors pour ce qui est de Bottas, c'est particulier parce qu'il change de moteur thermique, mais il prend pas les 10 places comme à l'accoutumée, mais plutôt 5. Parce que le règlement indique quand vous avez déjà pris 10 places pour le moteur thermique, bah le prochain ne vous coûte que 5 places. Je sais pas où est-ce qu'ils m'ont pondu celle-là, mais elle est pas mal. Ça veut dire qu'il y a de la lecture de règlement dans tout ça. C'est peut-être pas anodin. Enfin, je veux pas crier au scandale, mais quand même, changer qu'un moteur thermique et se lui prendre que 5 places, hein. Enfin, il est temps de parler du Grand Prix et on va tout d'abord commencer par la qualification. Let's go! Comme toujours dans ce bilan, les qualifications sont enregistrées avant la course, bien avant même. De toute façon, vous allez voir, ça va s'entendre. Et on va commencer avec les résultats de la séance, avec la pole position de Max Verstappen, la 12e en carrière et le seul à être passé dans cette séance sous la barre de la minute 33. Lewis Hamilton est derrière lui devant Sergio Perez et Valtteri Bottas qui signe le 4ème chrono. On retrouve les Ferrari de Charles Leclerc de Carlos Sainz devant les McLaren de Daniel Ricciardo et de Lando Norris. Gasly 9ème chrono devant Yuki Tsunoda sur la 2ème AlphaTauri qui complète le top 10. Ensuite on retrouve derrière Esteban Ocon 11ème chrono devant Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi 13ème devant Fernando Alonso et George Russell sans chrono. Track limite, Lance Stroll est très loin 16ème chrono devant Nicolas Latifi et Kimi Räikkönen. Et comme toujours les As dernière avec Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Il y a très peu de choses à dire sur la séance de qualification. Et surtout, essayez de vous concentrer sur une séance qui a lieu à 11h du soir. C'est pas facile. Mais quel plaisir de revoir Austin avec ses secteurs qui sont vraiment différents. Et ça montre qu'il est un vrai tracé sélectif. Car les pilotes pouvaient être bien dans un secteur et en difficulté dans les autres. Ah ouais, aligner le meilleur chrono, c'est pas chose facile. On peut être très bien dans la première partie et être à l'écart dans le deuxième, ou alors dans le troisième, hein, qui est plus technique. En plus, le troisième, quand je vous dis qu'il est plus technique, il est vraiment plus technique. Les trajectoires sont immenses. On peut vraiment choisir n'importe laquelle, la meilleure bien sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. À propos de circuits dans ce style-là, on dit que la plupart du temps, qu'il y a un circuit Mercedes ou un circuit Red Bull, et que là, que c'est un circuit Mercedes pour ce week-end. Sauf que ça a volé en l'air cette année, et apparemment, il n'y a personne qui a encore compris. Oui, mais regardez, la prochaine course, on va sur un circuit Mercedes. Non, arrête. Ne fatigue pas. La séance nous a un peu surprise, avec dans la Q1 où on a vu les Mercedes en retrait. Enfin, en retrait à 4 dixièmes. Oui. Mais bon, on a déjà vu cette saison que les écarts pouvaient changer très vite d'une course à l'autre. Hein. Donc c'est vrai qu'on peut le dire, les Mercedes sont assez loin, mais devant, on a pu voir des Ferrari et des McLaren jouer les troubles fêtes, et aussi un Sergio Perez en très grande forme, lui qui a signé un podium à Istanbul et qui est galvanisé par ses supporters qui sont venus en nombre. Ah ça, oui, il n'y a plus personne de Maxi, qui sont tous à Austin. Il aura manqué encore un peu à Perez pour être en bonne position. Oh que oui. Bon, il est troisième sur la grille, mais il ne lui manquait pas grand-chose pour être devant Hamilton. Parce qu'au final, on va retrouver nos deux prétendants au titre devant. Et il faut noter que depuis 2014, c'est la première fois que la pole va échapper à Mercedes. Vous voyez, hein, circuit Mercedes, c'est une Red Bull devant. Bien sûr, ça ne va pas échapper à tout le monde que Red Bull a vraiment progressé entre le vendredi et le samedi. Et que Mercedes, ils ont un petit peu reculé. Allez, on recule. Bon, Bottas, c'est un peu plus loin, voilà, merci. On recule. Stop! Pas mieux. C'est bien simple, Wolf, il n'est pas content du résultat, hein. Donc je peux vous dire que ça promet pour la course. Parce que depuis l'Italie et leur accrochage, c'est la première fois qu'Hamilton et Verstappen vont être côte à côte, et surtout au départ. Le rendez-vous au premier virage, il est là-bas, tout en haut. On l'attend. À celui-là, on l'attend. Derrière, est bien rangé, hein, on a les Ferrari, on a les McLaren, on a les AlphaTauri. Bon, c'est des voitures qui répondent aux pressantes et surtout, je pense qu'ils vont jouer un rôle dès le départ de cette course pour essayer de profiter un peu du grabuge et aussi pourquoi pas, tiens,
d'aller chourer la place à Sergio Pérez. Il y a aussi les AlphaTauri que je vous parlais, où on a vu que Pierre Gasly avait du mal depuis le vendredi. Mais il a réussi à faire le maximum avec sa voiture, même s'il nous a habitués à mieux. Hein. C'est déjà pas mal de se dire qu'il enchaîne encore et encore et encore. Et puis on a Tsunoda qui est encore là en Q3, et franchement ça, c'est génial pour lui. Pour quelqu'un qui découvre Austin pour l'occasion, il n'y a pas mieux. Voilà. Il n'y a pas mieux, franchement, les AlphaTauri, elles sont en bonne forme. Et surtout, derrière, on voit qu'il y en a qui souffrent et qui vont avoir une course longue. Déjà, il y a les Alpines hein, qui ne fonctionnent pas. Et on a les Aston Martin qui sont, eux, relégués bien loin. Le seul qui arrive à s'en sortir un peu dans tout ça, c'est Giovinazzi et son Alfa Romeo. Bah oui, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais Giovinazzi qui arrive à s'en sortir, bah oui, tant mieux. Parce que ceux qui voulaient être, qui vont être relégués juste après en fin de grille, bah, ils ont quand même fait la coup d'eux. Ils n'ont pas dit, oh bah non, on va pas faire la qualification, on va pas faire la Q2, ni la Q1 ni la Q2 parce que vous voyez, comprenez-vous, on prend déjà des pénalités, ça sert à rien, tout ça. Ouais, peut-être, mais je viens de dire quand même, il a réussi à bosser pour passer en Q2, ce qui est déjà pas mal. C'est à souligner. Et avec ou sans le roulage de nos pénalisés, c'est à noter. Et avant que l'on passe à la course, il y a eu quelques infos un peu sur l'état des voitures, parce que je vous parlais de la ronde Verstappen qui était fissurée, hein, ils ont toujours pas trouvé les explications. Mais bon, ça déjà de ce côté-là, c'est à craindre pour la course, on verra bien de toute façon. Et il y a Mercedes qui a demandé à la FIA de modifier ses réglages pour préserver le fond plat de ses voitures. Alors bon, alors la raison évoquée, la sécurité, ah, ça peut s'expliquer, parce que l'équipe a indiqué qu'un danger d'accident pouvait avoir lieu en course avec ces voitures. Ben, vous restez au garage, les gars. Ah non, non, on va quand même rouler. Et vu comment, vu que certains crient au favoritisme, hein, ouais, vous vous rendez compte, c'est pas le droit, parce que ça m'étonne, compagnie, tout ça. Moi, je veux pas crier au loup. Puis, quand on voit déjà l'état de la piste, déjà, ça se comprend la démarche des Mercedes. Ça serait dommage qu'il y ait un accident en course parce que les fonds plats se détachent. Il suffit de voir plusieurs replays des essais des qualifications pour voir que les voitures, elles rebondissent énormément. Bon, C'est le, c'est le, c'est le réglage critique à trouver pour la suspension. Est-ce qu'on trouve un réglage souple? Souple, alors là, ça va tanguer, mais bien, là, comme ça, je conduis mon... Voilà, quoi. Dites ça au pilote qui vous met dans son casque, bah écoute, on n'aurait pas dû faire trop souple, je suis d'accord avec toi. Par contre, l'odeur, oh là là, t'as mangé quoi ce matin? Ou alors, trop rigide, mais alors là, trop rigide, la voiture, elle passe sur une bosse, wouh, elle décolle, on la revoit plus. C'est compliqué pour les voitures, pour les équipes de trouver le réglage idéal pour les suspensions. D'ailleurs, il suffit de voir les ralentis de la McLaren, on voit qu'elle vient vraiment taper sur le sol. Oui, tout à l'heure, je vous faisais ça vraiment en exploser le micro, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin avec ces bosses sur le circuit. Pour vous dire que la fiabilité tout au long de la course, on va serrer les miches. Oh oui, et franchement, la démarche de Mercedes pour dire voilà, on a un problème de sécurité, on veut vraiment aller voir la course au bout sans perdre un morceau. Moi, je peux la comprendre. Et si vous ne la comprenez pas, eh bien, merci d'adresser vos plaintes à la FIA. Bref, la grille de départ avec les pénalisés, il y en a un nombre, elle s'affiche. On se retrouve juste après pour parler du Grand Prix. Si je vous dis que la piste a été lavée par la pluie, ah je plaisante pas hein, il y a vraiment plu à Austin avant la course. Donc on va avoir un grip qui a changé et qui va déjà attaquer les gommes dans le tour de reconnaissance. De toute façon, on a plus vu les pneus durs que les médiums, tandis que les softs étaient carrément aux abonnés absents. Ah, ils auraient pas fait du tour en course. C'est une certitude.
Et en plus, on a plus de 30 degrés sur la piste. Je peux vous dire que ça s'annonce bien pour la course. Ça s'annonce tellement bien qu'Hamilton a pris le leadership dès le départ. Le duel entre lui et Verstappen s'annonce bien. Très bien. Alors bien sûr, il y a les deux camps. Ça va s'accrocher, ça va pas s'accrocher. On s'en moque. Il n'y a pas eu d'accrochage. Surtout que Verstappen s'en veut un peu d'avoir loupé un petit peu son départ. Ah bah c'est bien simple, Hamilton était là, Verstappen est venu me tasser, il tasse. Trop tard. L'anglais est passé. Et franchement, c'est ce qui était bien, c'est de les avoir vus côte à côte au premier virage. Et que ça se soit pas touché. C'était propre. Je vous le dis, ça promet. Mais malheureusement, nos deux pilotes qui vont se suivre malgré tout vont être séparés. Et assez rapidement dans cette course avec les arrêts au stand. On a de nouveau dans cette saison une course d'attente et d'observation qui avait bien débuté pourtant, comme je vous l'ai dit, les deux ils se suivaient. Mais voilà que le scénario change toute la donne. Comme on a vu George Lucas là-bas, ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Pour vous dire que c'est l'attente, les stratégies ont chamboulé la tête de course dès les premiers arrêts. Ça ne s'est peut-être pas vu, parce que c'est pas vraiment le premier arrêt qui a vraiment tout changé, mais peut-être le deuxième. Oui, parce que la deuxième vague d'arrêt sera plus cruciale en apparence, avec des différences de tours sur les arrêts entre Verstappen, qui s'arrête vers le 30e tour, et Hamilton qui va s'arrêter à la fin du 36e tour. Mais pourtant, c'est bien l'undercut encore bien géré par Red Bull sur le coup, qui aura fait la différence, dès le premier d'ailleurs, dès le premier arrêt au stand, et aussi un changement de plan pour la stratégie de Perez. Ouais. Perez a arrêté plus tôt que prévu Sergio Perez pour forcer Hamilton à passer au stand pour l'occasion. Et sur la première tentative, ça a marché. Sur la deuxième, pas du tout. Mais franchement, c'est un peu idiot de ce qu'a fait Red Bull. C'est pas le fait d'avoir forcé Hamilton de faire un arrêt, hein, loin de là. C'est du fait de priver le talent de Perez sur une piste abrasive comme celle d'Austin. Parce que quand vous avez Perez qui sait gérer sa gomme comme n'importe qui dans le peloton, qui peut faire des relais très longs avec n'importe quel type de gomme, très sincèrement, il aurait pu vraiment inquiéter Mercedes pour l'occasion. Et ça, c'est quelque chose qu'il a déjà montré dans le passé. Il a déjà fait chez Red Bull d'ailleurs, au Grand Prix du Portugal. Il a même fait avant chez Force India, chez Racing Point, cette gestion de la gomme, excusez-moi. Et avoir un pilote avec ça comme avantage, c'en est un d'avantage. Mais là, Red Bull a décidé de tout péter. Et sincèrement, c'est pour ça que je dis que c'est idiot de leur part, parce que je pense que ça aurait pu permettre aux Mexicains de finir au final devant Hamilton, voire même de le ralentir. Bon, ils l'ont pas fait, c'est pas grave, hein, ça va pas changer grand-chose au résultat, mais je pense que pour le coup, c'est une occasion qui est loupée. En piste, on a aussi vu d'autres actions avec la bataille entre les Ferrari et les McLaren. Ah ça nous a rappelé des souvenirs. Un rajeunir de quoi, 15 ans? Voire plus. Pour vous dire, c'est même allé au contact entre Sainz et Ricciardo. Ah, c'était bien sympa à voir, franchement. D'ailleurs, autre bataille sympathique à voir en piste, ça a été avec Alonso face aux Alfa Romeo. Ah, que ce soit entre Raikkonen et Giovinazzi, l'Espagnol n'a pas démérité, c'est même allé au contact, c'est pour vous dire. Elle a été énervée par le Finlandais face à l'Italien, il voulait pas se laisser faire. D'ailleurs, ça s'est entendu dans la radio, il était vraiment farouche pour aller se plaindre, même pour réussir ses attaques. Franchement, bon, c'est vrai que son combat avec Raikkonen ou Finlandais va aux limites des pistes et que Alonso lui-même nous fait un gros freinage sur Giovinazzi, quitte à sortir de la piste. Ça pose encore question sur ces fameuses limites. Ouais, allez, on les a vus en dehors des trajectoires, mais il est vrai que beaucoup de pilotes en ont abusé des limites ce week-end, quitte à recevoir des avertissements. C'est pas ça le problème, mais entre le pilote Alpine et le pilote Alfa Romeo, on a vu encore une fois une passivité de la FIA à réagir
Bon, ils ont quoi? Ils ont juste noté les accidents. Il n'y a pas d'enquête. Merci d'être venu. Même si les équipes ont demandé à leurs pilotes de rendre leur position, bah la FIA s'est montrée tranquille. Il n'a même pas tapé de la poing sur la table pour dire vous êtes allé en dehors de la piste, pénalité, attention. Non, honnêtement, le Let's Embrace, après un coup, la FIA a pas réussi à gérer. Ah ouais, elle s'est vraiment tourné les pouces, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a aussi vu Bottas qui a eu du mal à passer Tsunoda. Bah, c'est vrai que le Finlandais a dû recroiser un moment pour passer le jeune pilote japonais, qui retrouve une bonne confiance d'ailleurs. Ça, on va en parler de Tsunoda au bilan de son équipe. Mais c'est vrai que le Finlandais, il a un petit peu galéré. Ah oui, tiens, ça me fait penser. On a aussi vu une virtual safety car. Ça faisait très longtemps. Tout ça parce qu'il y avait un T-Wing qui se baladait sur la piste. C'est pour vous dire, hein. Puis, entre nous, la VSC, c'est vraiment une règle bancale, hein. Car il faut juste réduire son rythme. On n'accélère pas. Dans le principe du full course yellow, vous appuyez sur un bouton, qui est la plupart du temps le pit limiter, et tout le monde est à la même vitesse et les écarts sont figés au moins. Bon, après, on n'a pas eu de scandale par rapport à ça, mais le jour où il y en aura un, le jour sur le full course yellow, vous comprendrez. Bref, dans ce Grand Prix des États-Unis, et malgré une espérance de voir une bataille finale dans le dernier tour, hein, on nous a encore vendu de rêves. Et bien, ça nous donne la victoire de Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Sergio Perez qui remontent de nouveau sur le podium. Charles Leclerc est 4ème devant Daniel Ricciardo. Valtteri Bottas prend la 6ème place devant Carlos Sainz et Lando Norris. Yuki Tsunoda finit devant Sebastian Vettel à la 10ème position. Pour le meilleur temps en course, il est signé Lewis Hamilton. Voilà de ce qu'il y avait à dire pour la course, qui était sympathique quand même. Ce que je vous propose, c'est de passer au bilan des équipes. Et on aura à dire sur les prétendants au titre, comme toujours, parce que ouais, il faut qu'on en parle du Mercedes. Et on commence par eux, comme toujours. Parce que la dernière fois, je parlais de seniorité pour Mercedes. Eh bien, c'est encore le cas à Austin, hein, parce que je vous en parlerai en début de vidéo sur la fiabilité qui est mise à mal. Et très honnêtement, ça confirme mes doutes. Mercedes est en train de lâcher, voilà. Enfin, en apparence, ils disent non, hein. On vous a vu, vous commencez à lâcher. Et dès qu'ils commencent à comprendre qu'ils ont tort de se cacher, de chasser le naturel, celui-ci va revenir en galop. Ils auront tenté quand même d'éviter le piège de Red Bull qui ont plus ou moins compris au premier relais, qu'ils ont essayé de décaler les stratégies, s'arrêter un peu plus tard, essayer de faire durer. Mais voilà, c'était trop court pour Hamilton qui voit la victoire s'échapper. D'ailleurs, que ce soit lui ou son équipe, ils l'ont reconnu, hein, Red Bull a été plus fort. Pourtant, ça aurait pu fonctionner avec des gommes un peu plus fraîches, pourtant. Franchement, oui, revenir sur la fin de course sur Verstappen, mais jamais, mais vraiment, sans jamais l'inquiéter, quoi. Peut-être qu'il a manqué, allez, 2 tours, voire 3 pour peut-être être vraiment en contact de Hollandais. Peut-être. Du côté de Bottas, il n'a pas été transparent, mais sa pénalité moteur a vraiment gâché sa course. Et pendant un bon moment en plus, comme je vous l'ai dit, il est resté bloqué derrière Tsunoda. Et même s'il est remonté 6ème, son résultat pourrait vraiment handicaper Mercedes au championnat constructeur. Parce que oui, Mercedes n'est pas en train de lâcher au championnat pilote, ils sont aussi en train de lâcher au championnat constructeur. Vous le verrez après au classement. Là aussi, ça se réduit. Enfin, constructeur, ça se réduit. Au pilote, ça augmente. Voir les deux Red Bull dans une grande forme, ça devient intéressant. Avec un Perez qui commence à comprendre sa voiture et de plus qui est galvanisé par ses supporters. En plus des roadshows qu'il a fait juste avant le Grand Prix, je peux vous dire ça motive. Mais dans le fond, on peut dire que Red Bull a peut-être compris l'utilité d'avoir 2 voitures dans son équipe. Et c'est que maintenant qu'ils s'en rendent compte, ils ont fait comment avec Vettel et Weber à l'époque? Ils avaient bien des voitures. Bon, ça s'accrochait, mais sinon... Enfin, déjà, la victoire de Verstappen démontre aussi que l'équipe autrichienne commence à consolider son rôle de concurrent face à Mercedes et surtout être leader sur la grille.
Et on voit aussi le mental du pilote hollandais qui est en train de se renforcer au fur et à mesure qu'on approche de la fin de la saison. Ah bah, limite, il peut être champion dans un fauteuil, Verstappen. Parti comme c'est parti. Mais je retiens quand même dans tout ça que Red Bull aurait pu faire un doublé et prendre une sérieuse option pour le championnat pilote s'ils avaient vraiment laissé Perez faire ce qu'il voulait avec ses pneus. Et pour le coup, ils ont raté une belle occasion. Ah, je vous l'ai dit, ils ont tout pété. Bon, est-ce que ça va se reproduire cette occasion en prochaine course? Je sais pas. Mais pour Austin, malheureusement, ils l'ont un petit peu loupé. McLaren aurait pu être aux avant-postes ce week-end, parce que franchement, ils ont réussi à montrer qu'ils étaient là malgré tout. Ils nous ont bien régalé en qualification. En course, ils sont bien battus contre les Ferrari, c'est super pour eux. Mais quand même, je pense que là, ils vont avoir du mal à aller refaire de très bons résultats. Et en plus, on a Ferrari qui est en train de revenir en forme. Enfin, je vais en parler de Ferrari après. Mais McLaren commence un tout petit peu à marquer le pas et ça devient un petit peu intéressant. Surtout parce qu'ils sont en lutte avec Ferrari pour championnat constructeur. Mais n'empêche, que ce soit Ricciardo ou Norris, ils ont réussi à faire la course qu'il fallait. Bon, bien sûr, c'est toujours en seconde partie de grille. Mais voilà, ça devient compliqué un petit peu pour Ricking là, déjà pour cette course. On verra ce que ça va donner au Mexique l'année prochaine. Pas sûr que ça continue comme ça, McLaren. On commence à voir vraiment Ferrari progresser toujours et encore, même si Charles Leclerc aligne encore une fois les quatrièmes places. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas démérité, surtout face à McLaren, comme je le disais. Et puis, ils confirment aussi vraiment leur progrès. Ils reviennent petit à petit, même s'ils ont essayé de se rassurer avec Sainz qui a dû passer en qualification avec les pneus soft. Hein. Mais voilà, ça commence à revenir dans la Scuderia. C'est bien, ça progresse. Ça revient même sur McLaren au constructeur. C'est pas encore ça, il manque quand même un petit quelque chose qui pourrait vraiment les débloquer. Et je peux vous dire que si ça se débloque avant la fin de saison, peut-être que Ferrari pourrait faire un gros coup sur le championnat et peut-être aller, pourquoi pas, retrouver le podium d'ici là. Parce que c'est vrai que le dernier podium, ça fait longtemps. Week-end pourri pour Alpine. Ah bah faut le dire. Des soucis de fiabilité par Alonso arrêtés dès la première séance d'essai libre. Et aussi ce changement de moteur qui l'oblige à partir du fond de grille. Un changement de moteur qui ne servait à rien en plus. Ils l'ont admis. En plus, on a Ocon qui n'arrivait pas à faire fonctionner la voiture comme il fallait. Ah, il peinait vraiment en course. Et je sais que la fin de saison approche et que les voitures n'évolueront plus. Mais voilà, Alpine me déçoit de plus en plus là. Et je m'en suis demandé s'ils vont pas se faire griller la cinquième place au constructeur par AlphaTauri. Puis quant à leur course, hein, les deux voitures n'ont pas vu l'arrivée. Et ben c'est bien simple, Alpine est en train de retrouver ses travers de l'époque Renault. Et ça, je peux vous dire que ça va leur causer leur perte à force. Hein, parce que c'est bien de vendre du rêve, comme ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Mais si c'est pour faire du habit de boule, ça sert à rien. Voilà. Voilà, c'est une course moyenne pour AlphaTauri. Bon, déjà, il y a eu l'abandon de Gasly qui a vu sa suspension rendre l'âme. Hein, les Boss, compagnie, tout ça, on en parle. En plus, il avait aussi un problème de capteur sur son moteur pendant la grille. Mais malgré tout, AlphaTauri, je veux garder du positif pour Tsunoda, qui a fait un bon week-end, qui était bien régulier et surtout qui a été solide face à ses adversaires dans la course. Hein. Il y avait Bottas hein, parmi eux et c'est vrai que le japonais a vraiment donné du fil à retordre au pilote finlandais. En plus du salut avec Hamilton et Istanbul, ça, on voit qu'il commence à reprendre de la confiance en lui, qu'il retrouve ses performances de début d'année, hein, de Bahreïn, autant le dire. Et j'espère que ça va se confirmer pour la suite pour lui, que pourquoi pas voir les deux AlphaTauri dans les points pour les prochaines courses. Franchement, ça serait génial. Faut voir. Bon, les qualifications ont montré qu'Aston Martin n'était pas dans le coup. Alors Stroll relégué dans le fond. Vettel a voulu assurer pour la Q2 avec sa pénalité moteur. Et d'ailleurs,
c'est lui qui a pu sauver in extremis un point pour le championnat. Mais bon, c'est quand même une très maigre consolation pour un week-end où l'équipe anglaise n'était pas du tout dans le coup. Et je leur donne pas cher de leur peau pour l'année prochaine. Hein. Ouais. Puis ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une Aston en Q3. Enfin, je préfère pas dire de bêtises, je peux aller revoir les autres courses. Mais voilà, très sincèrement, ça va être compliqué pour eux la fin de saison. Ça va être compliqué. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur Alfa Romeo, hormis la lutte avec Alonso. Mais les deux voitures finissent encore à la porte des points. Et en plus, quand Giovinazzi il a vu qu'il s'est fait griller par Vettel et qu'Alonso a abandonné, il s'est dit voilà, t'sais. Et puis, en parlant de Giovinazzi, ça fait longtemps que j'ai l'idée en tête que c'est vraiment lui qui porte Alfa Romeo. C'est une idée que je maintiens un peu. Et je sais qu'un jour, quelqu'un m'a dit que c'était faux, qu'il n'y a rien, tout ça. Désolé, mais si. Même si les résultats sont pas là, hein. Je trouve que c'est quand même lui qui fait encore le boulot pour Alpha. Bah, c'est pas Raikkonen, qui non seulement on sait qu'il est sur le départ, et qui a de plus une attitude qui est complètement déconnectée. Paraît même selon le radio paddock que ça pourrait mal se finir entre les deux parties. Pas façon Lotus comme à l'époque, mais... Et très sincèrement, c'est regrettable. Déjà qu'il termine sa carrière de cette façon, en mode Balek, mais en plus, les efforts ne sont plus là. Allez, allez, Kimi, termine pas ta carrière comme ça. Je sais que tu peux faire mieux. Regarde dans tes parts. 12e au premier tour. Il y a que toi et un autre qui peut faire ça. Je suis sûr que tu peux mieux finir ta carrière comme ça. Tu peux le faire. Bon, il va me dire leave me alone. Comme toujours. Il y a très peu de choses à dire pour Williams qui a passé sa course dans le fond du classement. Russell qui a galéré à remonter. Latifi qui en plus abîme de l'aileron hein, en percutant son coéquipier, son compatriote, Stroll. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour Williams. Voilà. Pour sa course à domicile, As n'a rien pu faire. Bon, c'est pas surprenant, vous allez me dire. Mais ils ont rien pu faire. Voilà, Schumacher, elle était là, il a fait sa course, Mazepin, il a fait plusieurs arrêts, il s'est pris un avertissement pour les limites de la piste, il a fait du tourisme, parce que c'est vrai, parce que c'est la première fois que Mazepin venait aux États-Unis, hein. Ah, bah ça, il a fait des photos, il est allé en haut de la tour, oh, il y a une belle vue, hein. Franchement, Gunther, je te plains d'avoir Mazepin déjà, et puis surtout d'avoir une voiture qui n'a jamais évolué depuis l'année dernière, voilà. Bah oui, la As 2021, c'est la As 2020, hein. Enfin, c'est surtout celle de Magnussen, celle de Grosjean, on sait comment elle a fini, malheureusement, le pauvre. Bon, bah voilà, c'est là-dessus qu'on termine le bilan des équipes. Je vous propose de passer au classement des pilotes et des équipes. Vous allez voir que ça s'éloigne et que ça se resserre. On y va. Il y a 12 points d'écart qui séparent Max Verstappen de Lewis Hamilton, 287,5 contre 275,5. Valtteri Bottas consolide sa troisième position, toujours devant Sergio Perez et Lando Norris séparés d'un point. Charles Leclerc 6ème repasse devant Carlos Sainz, suivi de Daniel Ricciardo. Pierre Gasly toujours 9ème devant Fernando Alonso, toujours 10ème. Pas de grande évolution non plus derrière, Esteban Ocon 11ème devant Sebastian Vettel et Lance Stroll. Yuki Tsunoda toujours 14ème devant George Russell, Nicolas Latifi, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi. Schumacher, Kubica, Mazepin toujours à 0 points. Au constructeur, il n'y a plus que 23 points entre Mercedes et Red Bull, 460,5 contre 437,5. McLaren 3ème est menacé par Ferrari, 254 à 250,5. Tout comme Alpine qui est menacé par AlphaTauri, 104 à 94. Aston Martin est toujours 7ème avec 62 points, suivi de Williams, Alfa Romeo et As. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à partager vos avis sur le Grand Prix des États-Unis. Si la vidéo vous a plu, un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne, à Twitter, à TikTok. On vient de sortir. Et on se retrouve dans 15 jours pour le dernier triple leader de la saison.
On commencera avec le Mexique, on ira au Brésil qui va accueillir la dernière course sprint. Et on ira aussi au Qatar, tout ça en 3 semaines. Faudra s'accrocher par les pilotes, les équipes et aussi pour nous. Et je pense même qu'on va peut-être sauter une course dans les débriefs. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. En tout cas, merci à vous, bravo et à bientôt.